Thank you very much. I think that indeed that is a good way to segue into the first roundtable, and we are going to talk about interdisciplinary cooperation among the police services institutions associations. So I would invite the speakers for the first roundtable to come up here, and also the moderator, Aïché Yevin, who is the Secretary General for Missing Children. I will let her introduce everyone, but I would ask that you all four of you come up here on stage, and I hope you will have a good discussion, and I will come back just before the lunch break and then at the end of the day. Okay. We're complete. That's great. So this panel, as mentioned earlier by our new president, is a panel that we've brought together to bring together the three countries which, during their presidency of the European Union, the Council of the EU, have brought forward, thankfully, the issue of missing children in recognition of what they have done and will be doing, and hopefully to pull a thread through each of these. And then, of course, we're joined by the PEN&P network that was just presented to us, and a representative of one of the 116000 hotlines in Belgium. It started with the French presidency, which in beginning of 2022, I think that was, started working or suggested an idea to do better cooperation on abductions of children, but criminal abductions of children. Luckily, those are not very common. They don't happen very often. But when they do, immediate action and very good cooperation is needed. And so the French Ministry of Justice proposed some actions on this. They developed a protocol, and they proposed also the appointment of national contact points to improve that cooperation. And Mr. Laurent Huet, who is the Conseiller Justice, I'm just looking how we translated that in English, the Justice Councillor, and the permanent representation of France at the EU will be talking about that. We're also joined by two representatives of the Centro Nacional de Desaparecidos, so the National Center for Missing People. There's no translation. Okay, so I'll wait a little bit. Let's just tell me. I thought I was speaking too fast. If that's happening, you can also... Are we good? Okay. So we're also joined by two representatives on my left-hand side from the Centro Nacional de Desaparecidos in Spain. That's a national center that coordinates the work on missing children there, or on missing people, and including children there. They will be talking about the actions that they've taken together with the Spanish presidency in these last 6 months. The Spanish presidency is closing soon. And they will be talking about the law enforcement work that they've been doing, and also what's been going on at policy level. And then last but not least, we'll have Sophia Majoub, who will present the work of the 116000 Hotlines Network. Sophie Majoub, qui va parler du travail de la ligne d'urgence. Je vais donner d'abord la parole à Laurent Huet, qui va parler de la travail sur la politique de la France pendant sa présidence, et on espère que la Belgique va continuer ce travail. Donc, je vais peut-être... Et je crois qu'il va parler en français. Comme ça, tout le monde peut prendre leur casque. Merci beaucoup de me donner la parole. Et en premier lieu, merci beaucoup à Missing Children Europe et à 116 000 enfants disparus d'avoir organisé ce colloque et de m'avoir invité, effectivement, afin de présenter cette thématique sous un angle qui est celui qui est la face visible de la recherche des enfants disparus, comme l'a dit Monsieur Gallois
le directeur de cabinet de Madame Cobel, à savoir les systèmes d'alerte en enlèvement. Alors, je vais vous présenter un peu la manière dont ça se passe, et ces différents systèmes d'alerte enlèvement qui sont assez hétéroclites et qui existent en Europe, mais qui sont finalement assez, disons, hétérogènes et qui fonctionnent en silo. Et c'est l'initiative qui a été portée pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est d'essayer d'impulser une coopération, une articulation de ces systèmes entre eux. Je vais citer quelques chiffres, mais je pense que de toute façon, on va surfer sur ces chiffres un peu toute la journée, et vous les connaissez certainement mieux que moi, pour beaucoup d'entre vous. Chaque année, c'est 600 000 personnes qui sont portées disparues en Europe. Et la moitié d'entre elles sont des enfants. C'est toute la thématique du jour. Et en matière d'enlèvement d'enfants, la nécessité d'agir vite. Bien évidemment, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, vous le savez tous, mais il faut agir vite, et même très vite. Selon une étude réalisée aux États-Unis, sur 621 enlèvements d'enfants, suivis d'un homicide, 44% des enfants sont assassinés dans la première heure de leur enlèvement, 74%, donc les 3/4, dans les 3 heures, et 91% des assassinats ont lieu dans les 24 heures qui suivent l'enlèvement. Et donc la survie d'un enfant dépend tout particulièrement de la rapidité d'action et de l'importance des moyens mobilisés pour les retrouver. Ainsi, s'inspirant des systèmes nord-américains, les systèmes Amber Alert, du prénom d'une petite fille de 9 ans qui avait été enlevée et tuée en 1996 au Texas, plusieurs États membres de l'Union se sont dotés de dispositifs destinés à alerter la population et éventuellement à recueillir auprès d'elle des informations dans les heures suivant l'enlèvement d'un enfant. En France, nous connaissons ce système depuis 2006. Je vais vous le présenter très succinctement afin que vous sachiez parfaitement de quoi il en retourne. Donc, comme je vous l'ai dit, il est inspiré de ce système américain, Amber Alert, qui a été créé en 1996 aux États-Unis, et inspiré aussi du modèle canadien, qui a été créé en 2003. L'idée, c'est d'envoyer de façon massive à la population un message en cas d'enlèvement d'enfants. Alors, j'imagine que tous ceux dans cette salle, au moins ceux qui vivent en France, puisque c'est de ce système dont je parle, ont déjà eu à regarder, à voir ces diffusions massives d'images, que ce soit dans les médias classiques, à la télé, à la radio, que ce soit également dans le lieu d'accueil du public, les grands centres de transport, les gares, les aéroports, mais également sur Internet, sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'envoyer donc ces informations massives pour sensibiliser la population. La décision de déclencher le plan alerte enlèvement est prise par le procureur de la République territorialement compétent, bien sûr en étroite concertation avec les enquêteurs et après consultation du ministère de la Justice. Concrètement, c'est le ministère de la Justice qui prend la décision de déclencher l'alerte enlèvement. Les 4 critères de déclenchement sont l'enlèvement avéré de l'enfant et non pas une disparition même inquiétante. Voilà, la rareté fait la richesse, c'est-à-dire que les déclenchements de ce dispositif doivent rester exceptionnels et ne concerner donc que les enlèvements, les kidnappings. Même les fugues inquiétantes, les enfants disparus sont exclus du dispositif. Bien sûr, la victime doit être mineure. La vie ou l'intégrité physique de celle-ci est en danger au regard des chiffres effroyables que je viens de vous évoquer par rapport à la course contre la montre pour retrouver l'enfant. Et enfin, le procureur dispose d'informations utiles et dont la diffusion pourrait permettre effectivement d'optimiser la possibilité de retrouver l'enfant. Toutefois, même si les 4 critères sont réunis, la décision peut être prise de ne pas déclencher l'alerte enlèvement si la diffusion de ces informations pouvait menacer la vie de l'enfant encore davantage. Le contenu du message d'alerte est assez succinct. Ce sont des éléments d'identification de l'enfant, une formule incitant la population à ne pas intervenir seule et surtout, bien évidemment, un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique à destination des enquêteurs et des autorités judiciaires pour pouvoir renseigner utilement ceux-ci. La durée de l'alerte, elle est très courte, 3 heures. C'est pour ça que je disais que c'est un dispositif flash qui, après, perd de son efficacité. Parce qu'il y a une lassitude entre guillemets, c'est pas un jugement de valeur, mais des personnes du public qui le reçoivent et qui n'y prêtent plus attention. Et de même, c'est pour ça que ce dispositif doit être utilisé à dose homéopathique, de manière très rare. Ce que je disais, la rareté
fait la richesse. Et je trouve que hier soir, je prenais mon train de Bruxelles pour être avec vous, avec une collègue du ministère de la Justice qui a eu à déclencher une alerte enlèvement il y a quelques mois et qui me disait qu'elle avait été appelée à 1h du matin, elle était de permanence au ministère de la Justice, par le parquet général compétent. Et voilà, donc il y avait tous les critères étaient réunis. Mais voilà, il était 1h du matin et ils se sont posé la question, est-ce qu'on diffuse le message à 1h du matin, 3 heures maximum, sachant qu'entre 1h du matin et 4h du matin, très peu de gens sont devant leur télé, leur radio ou dans un aéroport. Voilà. Donc il a été plutôt décidé de surseoir et de lancer massivement ces informations de 6h à 9h du matin. Voilà. Ce qui guide l'action de ce dispositif, c'est bien sûr le pragmatisme et le fait que le maximum de personnes puissent être réceptifs au message. Tout est encadré, bien sûr, avec une absence de réutilisation des photos de l'enfant une fois l'alerte levée. Et c'est ça qui est intéressant. Les partenaires du dispositif, depuis le lancement en 2006, ce sont plus de 60 partenaires qui ont rejoint le dispositif. J'ai la liste ici. Alors, ce sont tous les grands médias, ce sont tous les grands établissements publics qui accueillent du public. Bon, j'ai plus ma feuille sous les yeux, mais voilà, l'idée, c'est que c'est très vaste et tous les acteurs, si je puis dire, ont joué le jeu. Quelques chiffres. Depuis 2006, 27 alertes enlèvement ont été déclenchées en France. Ça a été un succès à chaque fois. L'enfant a toujours été retrouvé sain et sauf, à l'exception malheureuse d'une seule fois. Mais en fait, l'enquête a révélé que l'enfant avait été tué avant le déclenchement de l'alerte et avant même le signalement de sa disparition. Mais pour les autres cas, donc 27 alertes depuis 2006, donc c'est assez peu, mais elles ont toujours été couronnées de succès, l'enfant a été toujours retrouvé. Donc c'est ce système qui existe en France et qui existe dans d'autres États de l'Union. Toutefois, comme je vous l'indiquais, c'est assez hétéroclite et il n'y a pas d'action européenne pour venir harmoniser, d'une part, et même coordonner tous ces systèmes. Alors, il y a plein d'actions au niveau de l'Union européenne. Vous les connaissez, que ce soit la ligne d'assistance téléphonique 116 00, bien évidemment, que ce soit les soutiens financiers de l'Union européenne à toutes ces thématiques, que ce soit les instruments juridiques classiques en termes d'entraide judiciaire transfrontalière, que ce soit en matière d'entraide judiciaire, en matière pénale, les décisions d'enquête européennes, les mandats d'arrêt européens pour retrouver les ravisseurs d'enfants. En matière civile, je peux citer le règlement Bruxelles 2 bis pour les enlèvements illicites d'enfants dans l'espace européen, pour huiler les rouages, pour que l'enfant retourne dans sa famille ou près de son parent qui légitimement a les droits pour accueillir l'enfant. Des outils de coopération policière existent. Pour rappel, il y a 115 000 signalements de personnes disparues, dont bien évidemment des mineurs, dans le système d'information Schengen. Ça s'articule d'ailleurs avec la stratégie européenne sur les droits de l'enfant. Et enfin, bien sûr, il y a ce réseau d'experts qui a été évoqué par Madame Hérault, PEN-MP, dont elle vous a parlé, qui existe et qui comprend 80 experts de plus de 33 pays. Mais voilà, là, on est dans la coopération et dans les investigations policières plus classiques. Mais concrètement, concernant la mise en corrélation des systèmes d'alerte enlèvement ou plus globalement des systèmes d'Amber Alert, il n'y a pas grand-chose. Alors, le Parlement européen s'est emparé de la question par 2 résolutions, en 2008 et en 2016. Elle a appelé les États membres, d'une part, à se doter de dispositifs d'alerte enlèvement, puisque ce sont des dispositifs qu'on ne connaît pas dans tous les États de l'Union, et elle les a appelés à conclure des accords de coopération. Et par ailleurs, le Parlement européen a appelé la Commission européenne à développer une coopération en urgence, de manière à ce que les autorités puissent coordonner leur action. Indépendamment de ces appels du Parlement européen, voilà, il n'y a pas d'expérience, en tout cas institutionnelle, de déclenchement transfrontalier d'alerte enlèvement. Alors, très ponctuellement, il y a eu des exemples de coopération efficace. Citons l'exemple en 2015 où un enfant de 10 ans avait été enlevé en Pologne, près de la frontière allemande, et a été retrouvé donc de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, après la diffusion du message polonais par le dispositif allemand d'alerte avec l'aide du réseau Amber Alert Europe. Néanmoins, ce type de coopération reste assez marginal, alors que la réalité exige, je vais y revenir. Il y a eu en mars 2009 un projet financé au niveau européen qui a associé le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et la France pour voir si c'est possible. Et effectivement, il y a eu
en septembre 2010 un exercice pratique qui a été organisé et qui a mêlé les autorités judiciaires et policières de ces 4 États. Et le retour d'expérience fut très intéressant, ce qui souligne que des actions sont à mener. C'était un exercice qui prenait le postulat de l'enlèvement d'un enfant au Royaume-Uni, son déplacement en France via la Belgique et finalement qui soit retrouvé aux Pays-Bas. Et l'expérience fut plutôt positive. En effet, les ravisseurs d'enfants, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, ne s'arrêtent pas aux frontières. Dans un contexte où près de 38% des Européens vivent dans des zones frontalières, où les personnes circulent bien sûr librement dans l'espace européen, cette situation n'est pas seulement théorique, mais se présente assez souvent en pratique. 2 exemples. En France, une alerte enlèvement a été déclenchée le 17 décembre 2021 et a donné lieu à l'arrestation du père qui était le ravisseur dans le nord de la France, alors que les autorités craignaient qu'il n'ait l'intention de passer la frontière pour se rendre en Belgique. De même, il y a eu un autre déclenchement le 14 avril 2021 et l'enfant a été retrouvé hors de l'espace européen, sur le territoire helvétique, ce qui souligne que, indépendamment d'ailleurs de l'espace européen, au sens de l'Union européenne, il faut favoriser cette coopération. Et donc, c'est sur la base de ce constat que la France a souhaité, dans le cadre de sa présidence du Conseil de l'Union européenne, lancer une coopération, une idée d'articulation de ces systèmes d'alerte enlèvement. C'est ce qui a été lancé lors du Conseil, de la réunion informelle des ministres de la Justice, le 4 février 2022 à Lille. Et c'était l'idée, d'avoir une réflexion commune et éventuellement d'aller sur une coordination des alertes enlèvement. Puisqu'effectivement, je vous ai décrit le système français pour que ça s'incarne plus pratiquement dans votre esprit pour savoir de quoi on parle. Mais très concrètement, qu'advient-il du message d'alerte diffusé au plan national, dans les médias, dans les gares, à la télévision, à la radio, une fois que le ravisseur a franchi la frontière? En fait, c'est tout le dispositif qui perd son sens. Et je me souviens parfaitement de l'exemple qu'avait pris le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, lors de ce conseil informel de la justice à Lille le 4 février 2022. C'est qu'il avait indiqué que si un enfant est enlevé à Lille, le système français d'alerte enlèvement sera déclenché et on saura dans toute la France métropolitaine, voire ultramarine, qu'un enfant a été enlevé. Donc on le saura à Marseille, on le saura à Ajaccio, on le saura même peut-être, pas peut-être, même sans doute, puisqu'on sont les mêmes médias, à Fort-de-France et à Cayenne. Mais paradoxalement, on ne le saura pas à Tournai, à 10 km de la frontière franco-belge. Ce qui est quand même complètement paradoxal, alors que dans mon exemple, si un enfant, qui n'est pas le mien, qui était l'exemple de mon ministre, si l'enfant a été enlevé à Lille, il y a quand même de fortes probabilités, en tout cas il y a un risque que le ravisseur ait franchi la frontière. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre cette action sur la table. Alors, vous savez, dans l'agenda d'une présidence du Conseil de l'Union européenne, il y a plein de choses, notamment beaucoup d'instruments juridiques à négocier, mais le ministre avait vraiment tenu à ce que cette idée qui n'avait pas l'ambition, bien sûr, de venir harmoniser les systèmes, de venir créer un système européen, juste d'avoir une réflexion commune et d'articuler ce qui existe, nous semblait une idée pertinente et je pense qu'elle a prospéré et qu'elle aura des... et j'en reparler très rapidement et je vais essayer d'accélérer parce que je crois que mon temps de parole arrive déjà à échéance. L'idée, c'est d'articuler, vous me dites si je prends trop de temps. Alors, au préalable, on a fait une cartographie, un petit mapping de ce qui existe en termes de système. La conclusion de cela, c'est que en Europe, donc on avait lancé une étude auprès de tous nos partenaires, des 26 autres États membres, en vue de cette réunion du Conseil de la justice informelle de Lille au début de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Les 26 États membres consultés ont répondu. Et il en ressort que 17 États membres, en comptant la France, sont dotés d'un dispositif d'alerte enlèvement comparable à ce modèle américain d'Amber Alert. 9 autres États ne sont pas dotés d'un tel dispositif. L'Autriche, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, la Finlande, la Croatie, la Lettonie, la Slovénie, la Suède. Je dis ça, c'est pas pour faire un name and shame, c'est qu'ils connaissent un autre système qui n'est pas public ou institutionnalisé, mais qui s'appuie notamment sur la société civile, entre guillemets, notamment sur le dispositif Amber Alert. Les critères sont assez souvent comparables.
au niveau des critères de déclenchement, des autorités décisionnaires, des modalités de diffusion. Il y a bien sûr des petites différences dans lesquelles je pourrais répondre à vos questions évidemment tout à l'heure si vous souhaitez que je creuse. Les critères sont quand même assez similaires, ce qui souligne que voilà, il peut y avoir une synergie, une convergence, parce que globalement, qu'est-ce que soit le système? Est-ce que la France voulait porter si je peux citer Musset, qu'apporte le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse de l'opérationnalité et de retrouver l'enfant. Voilà, parfois c'est déclenché par l'autorité judiciaire, parfois par l'autorité centrale, le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur, parfois ce sont les systèmes, les services répressifs, parfois c'est le système associatif. Voilà, en tout cas, lorsqu'il y a des systèmes qui existent, l'idée c'est de les articuler entre eux. La discussion fut très riche et voilà ce qui en est ressorti, c'est que la France donc, a proposé un système de points de contact qui existe, qui est hébergé, entre guillemets, par le secrétaire général du Conseil. Actuellement, 17 États membres ont désigné un point de contact. L'idée, c'est lorsqu'il y a un enfant qui est enlevé, que les autorités en charge de l'alerte enlèvement savent directement qui doit être contacté pour éventuellement déclencher de l'autre côté de la frontière le même système, enfin, ou système similaire et équivalent, parce qu'il n'y a pas toujours une symétrie, comme je vous l'ai indiqué. Autre point, autre postérité, déclinaison pratique, si je puis dire, de cette initiative, c'est la proposition d'un protocole commun. La France a rédigé un protocole commun qui a été proposé aux États membres, à charge pour eux de s'en emparer et de le signer. L'idée, c'est un protocole qui sort de procédure réflexe, puisque, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a un enfant qui est kidnappé, on n'a pas le temps de voir les modalités pratiques, institutionnelles, juridiques de l'autre côté de la frontière. Il faut aller vite. Je vous renvoie à mes chiffres dans mes propos introductifs. Il faut aller très vite. Donc là, un protocole peut être signé entre deux États qui ont une frontière. C'est la seule plus-value. Il n'y a pas un intérêt immédiat que la France signe un tel protocole avec l'Estonie, par exemple, puisqu'il y a peu de risques que l'enfant ait disparu aussi loin. Voilà. Par contre, c'est très utile avec l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique ou l'Allemagne, bien évidemment. Je ne vais pas vous lire le préambule de ce modèle de protocole qui est assez didactique, mais parce que le temps presse. Mais voilà, il souligne bien qu'il faut partager le souci d'efficacité opérationnelle, que l'objectif, c'est de favoriser le déclenchement transfrontalier des dispositifs d'alerte enlèvement. Ça n'a pas pour objet d'harmoniser les dispositifs d'alerte enlèvement, mais l'idée, c'est, sur la base du principe de confiance mutuelle et de critères prédéfinis, de s'articuler. Et bien évidemment, tout ça, c'est sans préjudice des outils d'entraide qui existent déjà, notamment le cadre procédural d'échange d'informations prévu dans la Convention du 29 mai 2000 au niveau de l'Union européenne. Quelles sont les perspectives? Et ce seront mes propos conclusifs. L'activité de l'Union européenne est protéiforme. Comme je l'ai indiqué, elle peut être avant tout normative, comme on le sait, mais elle peut également impulser des politiques publiques et huiler les rouages dans la mise en œuvre de celles-ci. L'Union, ainsi, via notamment son bras armé, la Commission, déploie ainsi des recommandations, des feuilles de route, diverses stratégies. Citons d'ailleurs les conclusions du Conseil adoptées le 9 décembre 2021 sous présidence slovène du Conseil sur l'intensification de la coopération policière transfrontalière dans le domaine des personnes disparues. Alors, concrètement, sur l'alerte enlèvement, quelles sont les perspectives? D'une part, que les États membres s'emparent de tous ces outils qu'on a proposés, ce protocole, ce point de contact qui compte 17 États membres, c'est bien, mais c'est encore trop peu. Il faut qu'il y ait les 27 États. À terme, une action commune au niveau de l'Union européenne pourrait émerger. Le commissaire Reynders n'avait pas fermé la porte lorsqu'il était intervenu, parce que, bien évidemment, il était présent lors de ce conseil informel des ministres de la Justice. Et la question à terme d'un instrument juridique d'harmonisation et de coopération pourra se poser. Alors, ce n'était pas du tout le sens de la proposition française. Il y a des bases légales qu'il faudra analyser, les articles 82 et 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la coopération judiciaire relative aux droits des victimes de la criminalité, avec une dimension transfrontalière. Et également l'article 87 donc, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui établit des mesures portant sur l'échange d'informations pertinentes en matière de coopération policière. Voilà. Nous n'en sommes pas là. L'initiative française n'était pas aussi ambitieuse. Elle visait simplement à relancer une réflexion qui avait été impulsée par le Parlement européen, comme je l'avais dit, par 2 résolutions.
et d'optimiser la mise en œuvre déjà de l'existant. Et on estime que c'était déjà bien et qu'il faut encore aller sur cette voie, puisque ces outils d'alerte enlèvement sont fondamentaux. En tout cas, en France, ils ont vraiment montré leur utilité. Et l'idée, c'est d'exporter ce schéma et les articuler pour que les enfants soient retrouvés, quel que soit l'endroit où ils sont kidnappés. Bien, bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On remercie les orateurs d'être brefs pour qu'on puisse entendre tout le monde. Les actions sont très intéressantes et la présidence française a fait des choses excellentes. Merci d'avoir rassemblé toutes les infos, montré comment tous les systèmes fonctionnent, comment on peut améliorer la coopération. Ce que j'ai remarqué et ce que j'ai noté, c'est d'avoir ces référents et développer un réseau de confiance. Voilà ce qui est très important. Pareil pour les lignes d'urgence et pour l'exécution de la loi. Il faut avoir un référent qu'on peut appeler lors d'une crise. Et je me souviens de cette expérience que c'est important. On espère que les 10 autres référents seront bientôt nommés, j'espère, pendant la présidence belge. Mais les Espagnols n'ont pas terminé leur, donc je suis ravie d'accueillir Marcial Brava Valverde, qui va parler en espagnol et son collègue va le traduire. Celle qui travaille sur c'est Nuria Vanuesa Fabian, responsable du département des familles et du secteur social. Ils vont nous parler de ce Centre national des disparus. Désolée, je ne prononce pas ça bien, mais voilà, ça fait 6 mois qu'ils travaillent sur ce travail, c'est-à-dire pour trouver les disparus. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir invités à cet événement très important. Nous avons préparé une présentation sur le travail que nous faisons et on va conclure avec la coopération internationale et notre travail pendant la présidence espagnole. J'ai besoin de la télécommande. Il y a eu un QR code et je voudrais vous rappeler que si vous avez des questions que vous ne voulez pas oublier, si vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez les mettre dans le Mentimeter en utilisant ce QR code. Donc, nous croyons que c'est très important de savoir quand et comment notre centre a été créé. Voilà les moments phares. Donc, notre réseau, c'est un réseau pour des gens disparus et les dépouilles des gens. Et ça a été créé et nous avons tous les rapports de tous nos 5 corps de police compétents dans ce domaine des personnes disparues et nous avons les informations sur les personnes disparues et les restes des gens, les dépouilles des gens. Et maintenant, nous avons cet outil qui est très important pour les enquêteurs. Et en 2013, nous avons établi un comité spécial du Sénat avec des figures politiques, avec des associations et des familles. La conclusion la plus importante de ce comité spécial, c'est que dès lors, des personnes disparues auraient un statut spécial. Par la suite, nous avons une instruction par le secrétaire d'État et on a un observatoire établi et on a eu un protocole d'action de la police espagnole et en 2022, il y a eu un plan stratégique
pour les personnes disparues. C'est très important que nous, on dépend disons, du ministère de l'Intérieur et de ce secrétariat d'État pour la sécurité. Donc, nous avons une vidéo qui explique très bien notre travail. In 2018, the Interior Ministry created the Spanish National Center of Missing Persons. Nous avons créé ce centre pour les personnes disparues ça coordonne de l'information sur les personnes disparues. Et ça a comme mission de promouvoir la coopération entre les institutions publiques et des entités privées. Dès sa création, nous travaillons sur l'amélioration des protocoles. On utilise de nouvelles technologies et nous travaillons avec des organisations nationales et internationales. Et nous publions de l'information sur les affaires. Nous créons un protocole d'action. Chaque disparition est unique et on doit enquêter sur chaque affaire en fonction de ses spécificités. Et on doit déterminer le genre de disparition. Nous coordonnons avec plusieurs corps, mais sans la coopération des citoyens, rien ne serait efficace. Nous avons une appli, Alert Cops, pour pouvoir recevoir des informations des usagers qui donnent des infos pour les enquêtes. Donc, votre collaboration est essentielle. CNDES, c'est le Centre national espagnol des disparus. Bien, donc voici donc l'organigramme de cet organisme au niveau national. Donc vous avez un représentant assis à ma gauche. Donc on dépend du ministère de l'Intérieur. Il est colonel. Et nous avons un coordinateur, puis 4 départements. Le premier sur la régulation de la formation, le deuxième sur les victimes, le deuxième sur l'IT et le 4e sur les données et l'identification. Donc on travaille de façon interdisciplinaire avec des psychologues, des informaticiens, avec la police spécifique et également des enquêteurs. Maintenant, un petit mot sur nos données statistiques et notre base de données PDYRH. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, on a plus de 270 000 dossiers qui ont été donc enregistrés, des points de données plutôt enregistrés depuis 2010. Et donc là, vous voyez une courbe sur l'efficacité avec plus de 94,7% des dossiers résolus. On a donc également établi un rapport qui compile l'ensemble des données entre 2012 et cette année. Et là, vous voyez les données les plus importantes affichées. Donc, la plupart des personnes, on a davantage d'hommes âgés que de femmes. 63,2% des dossiers, ce sont des personnes disparues âgées entre 13 et 17 ans. Donc ici, il y a des facteurs importants. Il y en a plus de 120 nationalités.
mais la majorité la plus importante, ce sont pour les personnes de nationalité espagnole. Les premières heures qui suivent la disparition sont les heures les plus importantes. La plupart des dossiers relatifs aux personnes disparues sont résolus au cours des premiers jours, des 7 premiers jours, et plus de 50% d'entre eux des 3 premiers jours. Donc ici, on peut vous faire un petit portrait robot de la personne type disparue, personne de nationalité espagnole, un homme entre 13 et 17 ans, et une disparition volontaire. Ensuite, des informations sur notre premier plan stratégique. Donc, il y a 4 volets de ce plan stratégique. Le premier volet étant la prévention et des campagnes de sensibilisation. Ensuite, le deuxième volet, la formation. Le troisième volet sur l'investigation et la résolution des cas. Et le 4e point sur le soutien aux personnes proches. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ce plan? On s'est basé sur l'expertise des personnes de la CNDES, donc notre Centre national des personnes disparues, mais on s'est également appuyé sur l'expertise d'autres partenaires, donc déjà d'autres agences de respect de la loi et également des associations. Donc, on l'a fait dans une perspective intelligente avec donc ces partenariats. Ensuite, sur la procédure d'alerte. Donc, on publie l'alerte sur notre site internet, sur notre compte Twitter. C'est très important de protéger ces personnes disparues et également les proches de ces personnes disparues. Donc, certaines personnes sont en charge de disséminer certaines informations et certaines personnes en charge d'en disséminer d'autres. La répartition est très établie. Donc, quelles sont véritablement nos missions? Donc, on est le point de contact, comme on l'a dit, des associations nationales. On a donc un réseau qui est vraiment important en Espagne, avec des personnes donc, que l'on retrouve dans les principaux médias, mais également dans la société civile. On mène donc avec eux des actions de formation et on essaye d'apporter un soutien aux familles et aux proches des personnes disparues. On a donc un email qui est bien consulté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on travaille également beaucoup en termes de recherche scientifique, non seulement avec les associations nationales, mais également avec le ministère de la Justice. Maintenant, je vais vous donner quelques données sur la façon dont on mène ces données, ces recherches. Donc, l'objectif, c'est de récupérer des points de données. Donc, bien évidemment, on s'appuie sur notre base de données. Donc, on a 2 groupes vulnérables, comme on l'a dit, les mineurs entre 13 et 17 ans et les personnes âgées qui souffrent de troubles cognitifs. Donc là, vous voyez l'ensemble des réunions qu'on a tenues. Je vais en évoquer 2 simplement. Donc, on a établi donc, des partenariats, comme je le disais, avec des agences qui sont là pour assurer la loi.
Et pour nous, c'est très important d'avoir des réunions avec les proches des personnes disparues. Et ça, c'est vraiment très important et c'est également très difficile pour les familles, mais c'est important pour nous. C'est important pour nous de les associer également. Et donc là, vous voyez comment notre recherche est élaborée. Comme je l'ai dit, on a des collaborations avec différents partenaires, dont des universités espagnoles. On travaille également avec les rapports de la police pour la base de données confidentielle PDYRH. Donc, on épluche tous les rapports, les points de données. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir des rapports étayés par des preuves scientifiques qui vont étayer après nos campagnes et nos protocoles. Donc, les mots d'ordre de notre campagne, de nos campagnes. Donc, on a 2 campagnes par an. La première, c'est pour les personnes disparues entre 13 et 17 ans, des cas de disparition volontaire. Pour nous, c'est important de sensibiliser ces personnes sur les dangers qu'ils courent. Et également, c'est une campagne qui s'appuie sur le soutien que ces personnes disparues peuvent apporter pour les sensibiliser aux risques qu'ils encourent. Et donc, dans ces réunions avec les familles, les familles nous ont confié qu'ils avaient un problème de confiance avec les forces de police qui ne donnent pas toutes les informations. Parfois, c'est parce qu'on pense que ce n'est pas important. Et pour nous, donc, il faut améliorer cette relation de confiance. Il faut également associer la population, qu'elle puisse également, elle, donner des informations à la police, mais parfois les gens pensent que ce n'est pas important, ou bien ils pensent que la police ne va pas en tenir compte. Et donc, il y avait donc cette autre campagne, Allumer la lumière. En Espagne, il y a une personne disparue toutes les 30 minutes, la plupart sont des adolescents. 64% étaient donc des jeunes âgés entre 13 et 17 ans. D'ici à janvier 2022, plus de 87% des cas étaient résolus, donc il y a vraiment une réelle importance de ces 2 points. Ce que l'on fait est important, vous ne serez pas jugé. Vous serez en sécurité chez vous. L'information transmise est confidentielle. Tes parents, ta famille t'aiment. Souvenez-vous que être dans la rue, c'est être en proie au danger. Donc il faut allumer la lumière. C'est cela qui est important. Nous sommes avec vous. La fugue chez les jeunes est un appel à l'aide. Ne les laissez pas seuls. Chaque minute compte. Signalez leur disparition aux forces de sécurité et à la police. Allumez la lumière. Faites la lumière sur ces disparitions. Donc, un petit mot maintenant sur les différentes collaborations que l'on a. Donc, je l'ai dit qu'on travaille également de façon transdisciplinaire avec donc, des psychologues. Et pour nous, c'est vraiment important parce qu'il y a un protocole sur les formations. Parce qu'il est important d'harmoniser nos pratiques sur les confrontations avec les familles. Il y a également des ressources en ligne qui sont disponibles pour les proches des personnes disparues.
Parce qu'il faut penser à ces familles qui ont perdu un proche ou qui ont un proche disparu depuis plus de 20 ans. Donc on a également, bien évidemment, une collaboration avec le ministère de la Justice, où on a en fait un réseau un réseau qui dépend du ministère de la Justice pour accompagner les victimes et les familles des disparus. On travaille également avec le ministère des droits sociaux, notamment sur les disparitions de longue durée. Ensuite, notre protocole, comme je l'ai dit, il est coordonné avec les forces de police. Mais on travaille également donc, au niveau national et au niveau régional. Donc, il s'agit des recherches qui ont cours avec la police régionale. On parle également des procédures dans les médias. Et également, on essaye d'assigner une fonction aux différentes personnes de ce réseau au niveau national. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir des personnes assignées à des tâches spécifiques. Ensuite, pour améliorer la coopération, je peux vous dire qu'on est vraiment content du travail qui a été effectué sous les auspices de la présidence espagnole du Conseil de l'Europe l'année 2023, car on travaille vraiment en concertation avec les autorités européennes pour renforcer la coopération avec les unités de police. Et donc, notre centre national est basé à Madrid. Donc, on travaille également sur des actions de formation pour nos outils de recherche aux personnes disparues. Et maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo. C'est la première fois qu'on va diffuser cette vidéo sur ces outils de recherche. Donc, vous voyez donc des personnes qui revêtent différents uniformes, qui travaillent ensemble pour identifier les personnes disparues. Donc là, on voit une simulation de recherche dans la banlieue de Madrid, une coordination des unités. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante et pour ces vidéos qui nous permettent vraiment de voir les actions concrètes que vous menez. Vous avez parlé des différents acteurs avec lesquels vous travaillez et c'est important de voir la coopération qui existe au sein de votre Centre national de recherche, car on parle de coopération européenne, mais la coopération au sein même des différents services d'un pays est parfois difficile. Et même en Belgique, on sait à quel point cela peut être difficile et complexe. Donc, à partir de ces exercices, vous allez développer des bonnes pratiques, un guide de bonnes pratiques, c'est cela? Oui, en fait, au terme de ce séminaire, on a mis en place un vade-mecum, donc un guide des bonnes pratiques avec nos différents partenaires de PNP. Donc, nous allons avoir une réunion informelle
avec eux pour voir ce qui va voir le jour, mais nous sommes vraiment bien fiers de cette coopération. Et la semaine prochaine, Martial participera à cette réunion avec notre directeur et un autre collègue. Et je crois que certains d'entre nous seront également présents. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment la suite se poursuivra la semaine prochaine. On aura bientôt donc la fin de la présidence espagnole et j'imagine que nous aurons nous aurons un résultat de ces collaborations et nous voulons vraiment savoir ce qu'il en est et être au courant de cette consolidation et de ce renforcement de la coopération. Et on va accueillir maintenant Sofia Majoup, qui représente donc la Belgique, coordinatrice de la politique sur ce sujet. Elle est donc l'un des membres fondateurs de Missing Children, donc centrée vraiment sur la disparition des enfants. Et elle travaille également en étroite collaboration avec d'autres membres et elle travaille pour la hotline en Belgique. Cette hotline a seulement 15 ans en Belgique. Cela fait seulement 15 ans. Donc vous voyez, il y a différentes évolutions. Vous n'êtes pas coordinatrice de cette hotline, mais coordinatrice de la politique et vous allez de Child Focus. Et vous allez donc maintenant nous parler de la coopération transfrontière. Je vous remercie. J'ai décidé de faire ma présentation en français. Alors, merci beaucoup de nous avoir invités. Child Focus, la hotline belge 116 000. Voilà, donc comme Achi disait, aujourd'hui j'aimerais bien parler un petit peu sur notre fonctionnement, mais le fonctionnement aussi de beaucoup de hotlines en Europe et certaines initiatives qui pourraient améliorer l'impact vraiment sur le terrain. Alors, notre ligne d'urgence est accessible 24/24, 7 jours sur 7, sur le numéro gratuit 116 000. On fait partie, donc, comme Achi dit, d'un grand réseau européen, des hotlines européennes 116 000. On reçoit au moyen un numéro d'appel, presque 17 000 appels par an. Et cela résulte en environ 1500 à 2000 disparitions, dossiers de disparition par an. Et à côté de ça aussi 600 dossiers d'exploitation sexuelle parce qu'on traite les disparitions d'enfants, mais aussi l'exploitation sexuelle des enfants. Alors, notre travail consiste, on a un groupe de conseillers, de case managers et de hotline, des call managers. Donc, quand on reçoit un appel, on va écouter la personne. Et après, nos case managers vont vraiment faire un travail de soutien, appui aux familles et aussi un soutien à l'enquête. On travaille en étroite collaboration avec les autorités. On a d'ailleurs un protocole d'accord sur lequel je vais revenir un petit peu plus après. Et donc, on fait vraiment le relais entre la police, le parquet dans les situations de disparition d'enfants et la famille qu'on soutient. Quand un enfant est retrouvé, heureusement, dans la plupart des cas, l'enfant est retrouvé dans la semaine. On va aussi faire un suivi après, parce qu'on travaille dans une situation de crise, mais après on va relayer vers les services d'aide à la jeunesse, par exemple, si ça s'avère nécessaire. Parfois, une disparition d'enfant n'est pas aussi inquiétant. Parfois, ça se résout assez vite. Mais parfois aussi, on voit quand même qu'il y a des raisons assez graves pourquoi un enfant fugue ou disparaît et un suivi est nécessaire. Donc, on a des collaborations aussi avec des services qui vont faire de l'aide au long terme avec les parents, avec les enfants si nécessaire. On a un département opérationnel, donc ce que je vous viens d'expliquer, mais on a aussi un département de prévention parce qu'assez vite après notre création en 1998, on a réalisé que la prévention, c'est quand même un aspect très, très, très important. Donc, on a un département qui se consacre sur la prévention
qui, avec les connaissances qu'on a sur le terrain, va créer des outils de prévention sur les disparitions, l'exploitation sexuelle. On fait partie des réseaux européens. On voit souvent les mêmes raisons et pour les disparitions, mais aussi dans les exploitations sexuelles de problèmes de communication dans la famille, dans les enfants qui résident dans des résidences, etc. Donc on crée des outils, des jeux online, offline. La plupart sont gratuits et peuvent être consultés sur notre site web. Et aussi un département politique de Policy Advocacy, d'où je suis la coordinatrice. On est une petite équipe de 4 personnes parce qu'en effet, c'est aussi important que the decision makers, les gens qui prennent les décisions, la politique, soient sensibilisés au thème de disparition d'enfants et d'exploitation sexuelle et vont aussi mettre ça aux priorités de leur liste de priorités. C'est ce qu'on essaye de faire jour pour jour, et national, mais aussi européen. Et là, on est très content de faire partie de ces réseaux des hotlines 116 000 parce qu'ensemble, on peut réunir nos forces. Et donc, contente aussi aujourd'hui qu'on continue à réfléchir à cela et que dans les différentes présidences, on tient cette thématique vraiment à cœur et qu'on veut améliorer et évoluer pour résoudre et solutionner ces disparitions d'enfants. Alors, on a déjà parlé de chiffres. J'aimerais quand même aussi parler de nos chiffres en Belgique. En tout cas, les chiffres pour Child Focus, les signalements qu'on reçoit chaque année, donc les signalements qu'on a reçus en 2022. Il faut savoir que pas toutes les disparitions d'enfants sont signalées à la hotline. La police en traite au moins 3 fois plus, ou même beaucoup plus. Mais voilà, ça, ce sont les signalements qui donc arrivent chez nous dans la hotline belge. En 2022, on a eu plus que 1500 de nouveaux dossiers de disparition, dont 1138 fugues, chiffre qui est fort en augmentation. En fait, tous les chiffres de disparition sont en forte augmentation depuis la pandémie. On ne sait pas vraiment comment ça se fait. Est-ce que vraiment en général il y a plus de disparitions, ou est-ce que les gens retrouvent plus facilement l'accès vers notre ligne d'urgence? Ça, c'est à voir. Mais donc des chiffres qui sont en augmentation. On a aussi traité 148 enlèvements parentaux internationaux et des signalements de prévention. Donc, quand un parent a peur que l'autre parent va partir à l'étranger avec l'enfant ou avec les enfants, et des enlèvements parentaux qui ont été faits. Un chiffre qui est aussi en augmentation, c'est le nombre de disparitions de mineurs non accompagnés. Je sais qu'on a cet après-midi, il y aura aussi, on va parler aussi un petit peu de ça, parce que quand on parle de collaboration transnationale, transfrontalière, je pense que là, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors, on a parlé tout à l'heure, monsieur a parlé des enlèvements par des tiers. En Belgique, on en a eu, en tout cas, signalé à Child Focus 14 l'année passée. Bien sûr, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce que 12 de ces enlèvements étaient des enlèvements par tiers connus, donc un membre de la famille. Pas tous ces enlèvements étaient inquiétants. Il y a aussi des tentatives échouées. Donc, il y avait l'année passée, en 2022, 2 enlèvements par tiers inconnus. En fait, il y avait qu'un dossier où il y avait un enlèvement vraiment criminel et dont l'enfant a été retrouvé hélas décédé, pas en Belgique mais en Hollande. Donc c'est quelque chose de rare, mais en effet quand ça arrive, c'est très inquiétant. Alors on a aussi on a travaillé sur 136 dossiers d'autres disparitions, des disparitions qui ne se retrouvent pas dans les autres types parce que on parle là de jeunes enfants, par exemple. Ça pourrait être des accidents, des jeunes adultes qui laissent une lettre d'adieu. Tous ces disparitions se retrouvent dans ce type autre catégorie et souvent très inquiétant. Par rapport à des campagnes de recherche, on en a fait 88 sur 1500, donc c'est plus ou moins 7%. Dans 7% des cas qu'on fait une campagne de recherche. On a aussi en Belgique la Child Alert, donc ce que vous appelez l'alerte enlèvement, etc. On utilise très très rarement. Je pense qu'on a utilisé en dernière 10 ans 2 fois, parce que justement on a beaucoup de moyens, autres moyens et des partenariats avec beaucoup de sociétés, de grand public pour faire des campagnes de recherche
online, offline, et on voit que le nombre de campagnes de recherche par rapport à l'augmentation des disparitions descend. Je vais en parler un petit peu plus tard parce que je pense que c'est important de savoir pourquoi c'est un petit peu bizarre que le nombre de disparitions augmente et que quand même nos systèmes de recherche ou notre diffusion publique de recherche diminue. Mais il y a une raison derrière. On parle aujourd'hui des affaires transfrontalières, donc je pense que c'est quand même important de voir un petit peu dans ces chiffres que je vous ai expliqués, dans quel cas il y avait en 2022 un élément international. Alors, attends, je vais voir si je... Hop. Exact, j'y suis. Donc, dans les fugues, il y en avait 16 avec un élément international. Ça veut dire souvent l'enfant qui est parti, ou bien parce qu'il y a un lien vers un autre pays, avec de la famille là-bas, etc. Ou parce que voilà, la Belgique c'est un petit pays et on est entouré d'autres pays. Donc, la France, la Hollande. Il y a eu un cas aussi vers l'Espagne où l'enfant fugue donc vers un autre pays. Donc, c'est 2% de la totalité des fugues où il y avait un élément international, transnational. Bien sûr, dans les enlèvements parentaux internationaux, c'était 100%, puisque dans la définition, il y a bien sûr cet élément international, transnational. Mais bien sûr, là, on va essayer de privilégier plutôt la médiation et la solution à l'amiable, plutôt que le système juridique ou aller faire des recherches ou publier, puisqu'on a fait beaucoup de recherches là-dessus et on voit quand même dans les résultats quand on essaye de trouver ou de travailler avec la médiation dans ces dossiers-là, il y a une meilleure solution pour toutes les parties et sûrement pour l'enfant. La situation va se résoudre plus facilement si on s'éloigne du côté juridique, mais qu'on va essayer de trouver des solutions à l'amiable. Après, on parle aussi de disparition de mineurs non accompagnés. C'est pas toujours facile, mais en fait, la majorité de ces cas, bien sûr, ont aussi un élément transnational ou transfrontalière. Il y a aussi des disparitions des mineurs non accompagnés qui sont dans leur résidence, qui fuguent et qui reviennent dans leur résidence. Et donc, outre du fait qu'ils viennent d'un autre pays, il n'y a pas vraiment d'élément international dans la disparition en soi. Mais la majorité, en effet, il y a au moins une idée ou un soupçon que l'enfant est parti dans un autre pays, ou parce qu'il avait un lien familial dans un autre pays, ou parce que il veut aller vers l'Angleterre, souvent les pays scandinaviennes, et ils veulent pas résider en Belgique ou ils veulent pas demander asile. Puis là, on sait aussi que ils sont fort influencés par les trafiqueurs. Souvent, ces enfants, ils n'ont vraiment pas d'idée de ce qu'ils peuvent, quels sont leurs droits dans le pays. Et là, on voit aussi le problème du fait qu'ils sont signalés en disparu en Belgique, mais probablement aussi quelque part en France, en Espagne, et peut-être ils sont quelque part déjà bien entourés en Angleterre ou n'importe, mais il n'y a pas d'échange. Donc, on le sait pas. Donc, on n'a aucune idée, en fait. Et je vais en revenir un petit peu plus tard pour parler des initiatives qui pourraient améliorer ou aider ou vraiment avoir un réel impact dans la pratique quotidienne sur la collaboration. Et voilà, dans les enlèvements par tiers, l'année passée, il y avait un dossier qui avait un élément international. Dans les autres disparitions, il y en avait 5 sur 136. Donc, voilà. Quand on parle d'initiatives politiques et européennes, je pense c'est très bien de se concentrer aussi d'un côté sur les enlèvements, alerte enlèvement, de l'autre côté, quand on voit dans la pratique, c'est très important de se focaliser aussi sur l'harmonisation dans ces autres dossiers de disparition, où là on voit, surtout quand on parle des enlèvements, des disparitions de mineurs non accompagnés et des enlèvements parentaux, que c'est la majorité des cas transnationaux et qu'un alerte enlèvement va pas vraiment aider. Donc, se concentrer ou se focaliser quand même aussi dans les efforts européens et les initiatives européennes sur l'harmonisation et les guides pratiques transnationales. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu
de passer en revue ce que nous on pense pourront être des initiatives politiques qui peuvent vraiment faire un réel différence sur le terrain. Et bien sûr, on parle de législation, cadre juridique, renforcer les lois existantes, adoption d'instruments internationaux. Je pense qu'on doit toujours partir de la base qui est la Convention aux droits des enfants. On sait que quand un enfant disparaît, certains de ses droits sont atteints. Il peut pas aller à l'école, droit à l'éducation, droit à contact avec les parents, droit à la protection. C'est tous des droits qui se trouvent dans cette convention et qui, quand un enfant n'est pas là, pas chez lui, ces droits ne sont pas réalisés. Après, à côté de ça, il y a aussi donc il y a droit à protection contre la violence, mais aussi droit à la protection de la vie privée. Et donc c'est là que je reviens vers qu'il faut toujours très bien réfléchir à quand est-ce qu'on lance une campagne de recherche. Parce que justement, on a eu des exemples, des jeunes qui nous appellent, qui disent, voilà, le fait que vous avez publié mon visage, mon nom, et maintenant c'est partout sur Internet, j'ai eu des réactions sur les médias sociaux, etc., qui sont vraiment atteints dans leur intégrité, dans leur vie, plus tard, parce qu'ils ont eu un moment difficile. On voit dans les fugues, les raisons de fugue, souvent tensions dans la famille, problèmes mentaux, problèmes à l'école. Vous avez dit le nombre de disparitions d'enfants ou l'âge, 13, 17 ans, c'est l'âge à l'adolescence, c'est l'âge où on est à la recherche de soi-même, c'est l'âge où parfois ça marche pas très bien avec la famille, problème de communication, on disparaît, ça peut être très inquiétant. Il faut toujours très très bien réfléchir et parfois il y a une tension, on le voit aussi en tant que hotline avec la police qui dit voilà, nous on va mettre tout en place, on veut que l'enfant aille retrouver au plus vite et que parfois on va freiner et on va dire l'enfant est mentalement va très mal. Est-ce qu'on va pas faire plus de peine que du bien de publier, surtout que depuis qu'on existe, l'évolution des enquêtes a tellement évolué avec les smartphones, avec les trucs online de bus, avec les cartes bancaires, avec les caméras, avec l'intelligence artificielle. Je pense que si on se focalise au niveau européen, on pourrait peut-être vraiment mettre les efforts là-dedans et protéger cette vie privée, cette protection du vie privée de l'enfant, parce qu'il n'a pas choisi. En fait, on publie l'image sans que l'enfant a été d'accord. Et on comprend pourquoi on le fait, pour le protéger, pour le retrouver plus vite, parce que surtout quand c'est très inquiétant et dans les enlèvements à caractère criminel, bien sûr qu'on chaque minute compte, mais dans beaucoup d'autres cas, et vous avez vu les chiffres, il y a autre chose qui joue, et donc il faut très fortement mettre ça dans la balance. Et c'est pour cela qu'on a vu les chiffres, chez nous en tout cas, diminuer de publications online et autres, pendant que le nombre de disparitions monte. Très vite parler peut-être de quelques outils qu'on utilise en Belgique et pour nous sont vraiment des instruments qui pourraient inspirer et que je m'imagine existent aussi dans d'autres pays et qui pourraient avoir vraiment un plus-value aussi au niveau européen. Il y a une directive ministérielle en Belgique de personnes disparues. C'est un document de presque 200 pages. Il existe depuis 2002, mais il a été revu plusieurs fois. Dernière fois en 2022, avec les évolutions, bien sûr, depuis 2002, dans la recherche d'enfants disparus. C'est un directive sur les personnes disparues, mais il y a beaucoup de détails sur la collaboration, les partenaires, qui fait quoi dans les différents types de disparitions, avec des annexes sur comment traiter un enlèvement parental international, comment intervenir quand il y a une disparition de mineurs non accompagnés, etc. Mais quand j'ai revu encore une fois pour préparer aujourd'hui, le chapitre qui parle de collaboration transfrontalière est tout petit. Donc il y a peut-être un petit chapitre de 10 lignes, ou j'exagère, ou une petite page sur les 200 qui parle de collaboration transfrontalière. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est-à-dire de travailler ensemble avec les différents pays, avec les hotlines, de vraiment faire une collaboration et des guidelines, des guides, des lignes directrices pour toutes les personnes impliquées, police, justice, parquet, hotline, qui ont un réseau. On a vu des cas où il y avait une disparition transfrontalière et que les hotlines qui prennent juste leur téléphone et se parlent entre eux, ça se passe en 1 minute, pendant que
pour avoir une collaboration entre les différents parquets, ça peut prendre heures, jours, et parfois, comme vous dites, chaque minute compte, vous l'avez dit aussi. Donc, utilisez aussi les hotlines, et je reviens, les hotlines dans la collaboration et dans ces lignes directrices, parce que c'est vraiment un outil fantastique et un potentiel qui, selon nous, n'est pas encore assez utilisé. Je pense qu'il y a vraiment plus à faire avec ces hotlines, ces réseaux qui existent déjà, avec tout ce know-how, toute cette connaissance sur l'appui des familles, le soutien des familles, soutien à l'enquête, etc. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire et de aussi, quand on demande à l'Europe de mettre des moyens, je pense que renforcer ce réseau qui existe déjà, en collaboration, bien sûr, étroite avec les parquets et les polices et tous les partenaires et les stakeholders, c'est important. On manque de fonds. C'est quelque chose qui beaucoup de hotlines souffrent. Nous aussi. On voit que les dossiers augmentent, mais nos fonds n'augmentent pas. Au contraire, on n'a pas de fonds de notre gouvernement. On est basé presque tout à fait sur des dons de personnes individuelles, de sociétés, etc. On n'a qu'un tout petit morceau de notre fonctionnement qui est via une loterie nationale, donc même pas via un ministère ou quoi que ce soit qui est subsidié, subventionné. Mais beaucoup d'autres hotlines souffrent et ont aussi, et donc je pense que il faudra mettre plus de moyens là-dedans parce qu'il y a énormément de connaissances et d'expertise dans ces hotlines et un réseau qui existe déjà pour la disparition d'enfants. Les systèmes d'alerte rapide, j'en ai mis un petit exclamation point parce que justement, 2 de mes points d'attention sont c'est intéressant, mais pour un tout petit niche sur tout le nombre de disparitions qui existent. De l'autre côté, faire attention avec publier l'image d'un enfant, très important. Et voilà, à côté de ça, je pense aussi, on a parlé aussi, mes collègues, on en parlait, formation, sensibilisation, important. On essaye aussi dans notre hotline de former la police, les tuteurs de mineurs non accompagnés, par exemple, de magistrats, de travailleurs sociaux, des services d'aide sur la thématique d'exploitation sexuelle des enfants et des disparitions pour justement, d'un côté, comment prévenir, et de l'autre côté aussi, comment réagir quand un enfant disparaît, quand on est confronté à cela. Quelles sont les choses à quelles on doit penser, quels sont nos réflexes à avoir. Et donc, on essaie de donner des formations, mais je pense aussi en échelle européenne, ça pourrait être vraiment intéressant de beaucoup plus partager ce genre de formation et de peut-être avoir un système éducatif plus structuré et plus aligné entre les différents pays européens. Voilà. Très court, je pourrais en parler une journée entière. Et merci en tout cas de m'avoir laissé la parole. Et voilà, s'il y a des questions, Merci beaucoup, Sophia. Je vais changer pour l'anglais de nouveau. On a encore une petite demi-heure de discussion, donc c'est très bien. Bien fait d'avoir une très riche conversation. I'm going to change to English. It's a little bit easier for myself. Je vais parler plutôt en anglais, c'est plus simple pour moi. Mais j'entends plusieurs choses que Laurent dit, par exemple. Donc, il faut que ça reste rare. Donc, on voit cette richesse, l'importance de prendre la bonne décision et comprendre les affaires, travailler avec l'exécution de la loi, avec les instances judiciaires et les autres parties prenantes. Et je voulais aussi parler de ce que vous avez dit. Donc, il faut davantage développer les outils en ce qui concerne les enlèvements dans le système Schengen. Il y a pour la coopération policière et transfrontalière. Maintenant, avec ça, vous pouvez mettre des alertes préventives disant qu'il pourrait avoir un enlèvement parental. C'est quelque chose qu'on commence à utiliser en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas et ailleurs. Et on verra comment on va faire ça avec
les lignes d'urgence, les judiciaires, pour savoir quand lancer ces alertes. Voilà ce qui se passe en dehors de la présidence. Vous avez aussi parlé de l'échange de données sur les personnes disparues ou les enfants disparus. Et aussi, il y a le réseau PRIM, où vous pouvez faire des recherches dans des bases de données des autres pays. Je crois que c'est la Belgique et l'Allemagne qui travaillent ensemble pour identifier les restes des gens. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour tout renforcer? Je vais encore parler du QR code. Si vous avez des questions, je crois qu'il y a déjà ici, Magali a une question. Je vous rends la parole avant les questions. Juste pour réagir un peu sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. D'abord, sur les chiffres. Nous, l'étude de nos chiffres au niveau police en France, on a constaté que nous ne sommes pas encore revenus au nombre de disparitions qu'il y a eu en 2018. Donc là, ça augmente parce qu'on a eu la pandémie en 2020 qui a fait beaucoup descendre les chiffres de disparitions. On va malheureusement pas enfermer tout le monde tout le temps. Donc ces chiffres-là augmentent effectivement depuis 2020. Mais comme vous l'avez dit, après, il y a la difficulté pour tout ce qui est diffusion, de faire attention entre le préjudice que ça peut porter et la réelle aide pour retrouver la personne. Donc, ça, voilà. Donc, les chiffres qui augmentent, moi, j'en suis pas surprise. Et pour l'instant, ça m'inquiète pas encore trop, même si toute disparition est inquiétante et on préférerait qu'il n'y en ait pas. Concernant tous les outils qui sont à notre disposition, on en a déjà beaucoup. La police a un système de coopération qui fonctionne déjà pas mal au niveau européen. On a les signalements qui existent déjà dans le système d'information Schengen. Nous, en France, une personne qui disparaît est inscrite dans notre fichier, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des systèmes de diffusion, est inscrite dans notre fichier des personnes disparues en France. Elle est automatiquement inscrite dans le système d'information Schengen. Donc une personne qui disparaît en France, si par hasard elle arrive jusqu'en Estonie, parce que je rejoins monsieur Huet là-dessus, ça n'arrivera pas tous les jours, mais si par hasard elle arrive en Estonie et qu'elle est contrôlée, on va être, nous, informés de sa présence dans ce pays-là. Donc sur tout l'espace Schengen, on a des outils qui sont déjà très développés et qui continuent à l'être avec des traités qui sont en développement. Et avec ça, déjà, on est pas mal. Et surtout, c'est un peu plus rapide que la justice, puisqu'à partir du moment où quelqu'un est inscrit dans ce fameux système d'information Schengen, le pays dans lequel il se trouve va pouvoir tout de suite le voir. Donc ça, voilà, on a une rapidité sur l'information, sur la coopération. En tout cas, au niveau police, on y arrive aussi par des messages de coopération, que ce soit au niveau d'Europol, de Schengen, d'Interpol. On a des systèmes assez intéressants. Là où on est bloqué, nous, c'est qu'il y a des frontières, il y a des lois. Effectivement, vous pouvez être en contact plus facilement entre associations d'un pays à un autre, alors que nous, si on demande quelque chose, et particulièrement sur les enlèvements parentaux, on ne va pas avoir la même législation dans les différents pays. Et effectivement, dans tous ces pays où ce n'est que civil, et pas du tout pénal, pose des problèmes là-dessus. En tout cas, voilà. Moi, je vois ça au quotidien. On répond tous les jours aux questions de partout dans le monde, hein, même de l'Australie ou de l'Amérique du Sud, sur toutes ces questions-là. Alors, oui, en Europe, c'est quand même plus facile que si c'est l'Argentine qui nous pose des questions. C'est un fait. Donc, ce qui prouve qu'on avance bien. On a des outils. Nos réseaux, justement, et notamment le PNNP et les discussions qu'on peut avoir régulièrement entre nous font qu'on pousse pour que ça s'améliore. Et donc, on est quand même déjà pas mal d'outils, pas mal dotés. Et on va continuer comme ça. Merci.
Merci pour cette réaction. Oui, ça donne un peu de contexte. I'm going to switch to English again. Maintenant, je reviens à l'anglais. Donc, je demande si ici, dans l'auditorium, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Allez-y. C'est concernant les alertes. En ce qui concerne les alertes, pour nous, en Espagne, c'est un outil d'enquête. Donc, la décision vient de la police. Vu ce que vous avez dit, ce n'est pas toujours une bonne idée de publier une alerte. Il y a une autre chose, les données. Le droit de cette personne de continuer sa vie sans un passé. Pour nous, c'est très important. C'est une décision, une mesure de la police et les autres parties prenantes. C'est eux qui vont émettre ces alertes. Donc, il y a, par exemple, il y a un fonds qui gère une ligne d'urgence et on coordonne bien avec eux. Donc, dans chaque pays, ce n'est pas toujours les mêmes autorités qui prennent les décisions. Peut-être c'est la police, c'est le judiciaire, le parquet. Peut-être les associations parfois sont en contact avec la police. Je vois une question ici, Monsieur Dianopoulos. Bonjour. J'aimerais dire et demander, en ce qui concerne l'alerte Ambre, je parle d'une situation d'un enfant disparu en Grèce. On a eu une réunion ici pour le programme GLADS et le programme ICAS. Ça, c'est un système d'automatisation d'alerte d'enfants disparus. Et vous avez dit qu'il y a des outils ici et là au niveau européen, mais il n'y a pas de collaboration qui nous permette d'harmoniser ce qu'on fait. Et ce que nous avons constaté, c'est avec ce système, Interpol a sa façon de travailler, mais grâce au mouvement rapide des organisations qui travaillent sur le terrain, comme 116 000 enfants disparus, on peut parler plus rapidement entre nous, mais on n'est pas harmonisé, comme si tout le monde était au même niveau. Si on travaillait tous ensemble. Donc, il y a des pays qui dépensent des sommes énormes pour l'alerte Ambre. Mais il y a d'autres services qui sont gratuits. Ça, c'est une autre question. Nous avons les outils, nous avons les problèmes, mais il faut se mettre ensemble. Il faut simplement tout harmoniser et sauver les vies des enfants. Donc, quelle est votre question? Je comprends que vous demandez, vous appelez à l'harmonisation, et je crois que ça, c'est vrai. C'est important d'avoir les référents et coordonner entre les différents pays. Ou vous voulez laisser à qui veut répondre? Je vais me permettre de répondre en français. Un petit point, si vous me le permettez avant, pour rebondir sur ce qui a été dit. Bien sûr, on ne disconvient pas que l'initiative qui a été portée sous présidence française est une niche, pour reprendre votre expression. C'est vraiment un prisme très étroit qui est les systèmes d'Amber Alert, alerte enlèvement, sans préjudice bien évidemment de tout le reste, de tous les enfants disparus, en fugue, perdus ou alors qui sont tout simplement également enlevés, avec une dimension criminelle, mais pas dans cette immédiateté. Et là, bien sûr, je souscris parfaitement à ce qui a été dit sur la formation, sur les hotlines et bien évidemment sur tous les systèmes qui existent pour huiler les rouages, voilà, et pour faire qu'il y ait une synergie au niveau transnational. Pour vous répondre très, très précisément, c'était intéressant justement
la question de l'harmonisation, avec l'exemple que je prenais entre Lille et Tournai, on dit pourquoi il n'y a pas un système européen? Ce qui était assez, pas amusant, mais ce qui était un peu presque inquiétant de voir, c'est lorsqu'on a monté bien sûr, lorsqu'il y a un sujet au niveau ministériel, ça se prépare, et c'était moi qui avais la charge de cette préparation, et on s'est rendu compte que, en fait, parce que c'est un peu balkanisé, si vous me permettez cette expression, éclaté entre des dispositifs parfois qui empruntent aux services répressifs, parfois c'est plutôt l'autorité judiciaire, parfois c'est pas public, c'est associatif, c'est très compliqué d'avoir une vision commune. Et par exemple, au niveau de la Commission européenne, pour trouver des interlocuteurs pour préparer cette rencontre avec, bien sûr, le commissaire Reinders qui était associé, bien évidemment, au niveau de ces services, entre la DG Justice, la Direction Générale Justice et la Direction Générale Home, déjà, il y avait 5 interlocuteurs. Et donc, je ne sais pas si c'est un élément de réponse, mais harmoniser quelque chose qui relève de plusieurs acteurs, c'est toujours un peu compliqué. C'est le premier point. Le deuxième, c'est la base juridique. Il y a 2 types d'harmonisation. C'est harmoniser des outils de reconnaissance ou harmoniser le droit matériel ou un outil commun. Un outil, pour reprendre l'alerte enlèvement, un Amber Alert système, un système d'alerte enlèvement européen. Alors, c'est les pistes que je dressais à la fin, c'est-à-dire qu'il y a des bases juridiques qui permettent à la Commission européenne de proposer une initiative législative pour légiférer du droit dérivé, un règlement, directive. Mais voilà, on n'est pas... cette problématique avait été analysée. C'est pour l'instant en gestation, jachère, il y a une réflexion. Mais c'est compliqué parce que voilà, ça se heurte à ces problèmes alors, il y a toujours une volonté politique, mais là, elle était portée, et je pense qu'il y a consensus. Je ne suis pas rentré dans le détail des débats qui avaient eu lieu donc le 4 février 2022, mais globalement, le sujet était tellement consensuel, tout le monde voulait avancer et personne ne disconvenait de la plus-value essentielle de s'articuler et d'harmoniser encore davantage au niveau de l'Union européenne. Mais pour une harmonisation qui est le stade ultime de la coopération, si on a tous la même règle, c'est beaucoup plus simple. Problème de base juridique, problème aussi du fait qu'il y a des cultures très différentes. Parfois ça n'existe pas, parfois ça existe, mais c'est pas la sphère publique. Parfois, comme je me répète, c'est pas les mêmes acteurs. Et pour que parfois les ministères de l'Intérieur et de la Justice se parlent, notamment dans une dimension transfrontalière, c'est toujours un peu plus compliqué. Moi, mon sentiment, qui n'engage que moi, pas l'institution à laquelle j'appartiens, c'est que c'est juste une question de temps, mais que ça se fera. Il y a une volonté du Parlement européen, de la société civile, et c'est sur vous quand même que ça repose essentiellement pour faire infuser les idées. Et puis, ce qui ressortait, c'est que tous les ministres, la Commission, tous les acteurs au niveau décisionnel, au niveau des politiques publiques européennes, étaient convaincus de cette nécessité. Donc, à terme, je pense qu'on va encore progresser et que ça pourra se faire vers peut-être effectivement une harmonisation. Je vous remercie d'avoir dit ça. Donc, j'ai bien compris qu'il y a une volonté d'avancer, de s'assurer que ça va être plus performant, peu importe le système. Donc, c'est une question de compréhension des divers systèmes et de comprendre où il faut cette harmonisation. D'accord, merci. Je regarde ici. Je vois quelqu'un ici. Une question qui vient de l'application. Je voudrais parler à la personne qui a évoqué ce sujet. Je suis désolée, l'interprète n'a pas pu entendre, la personne chuchote. On a beaucoup, effectivement, de personnes qui viennent des pays du nord de l'Afrique sur nos pays européens. Alors, soit la question est vraiment sur les disparitions, soit sur les mineurs non accompagnés, mais toujours est-il qu'il se trouve que dans les recommandations du Conseil de l'Union européenne qu'a eu notre réseau PNNP, faisait partie la question d'améliorer la coopération avec les pays d'Afrique du Nord. On sort de l'Union européenne, mais par contre, on est complètement dans la problématique puisque les gens
sont pas bloqués à l'intérieur de l'Europe, ni pour en sortir, ni pour y entrer. Donc les problématiques existent avec des nationalités autres que l'Union européenne, ce qui a été montré d'ailleurs par Nouria tout à l'heure, avec 120 nationalités en Espagne concernées par les disparitions. Donc il n'y a pas que les outils de coopération européens. On a les outils de coopération internationaux, et le principal pour la police, c'est Interpol. On a une possibilité de communication par ce canal, cette organisation internationale préétablie de coopération de police. On a après chacun de nos pays des officiers de liaison de nos pays dans les pays étrangers. Donc la France en a un peu partout dans le monde, dont sur les pays du Maghreb. Après, effectivement, alors le Maroc ce sera la même problématique qu'avec d'autres. Hein. On va échanger au maximum pour donner les informations, pour, par exemple, essayer de récupérer un enfant qui est victime d'un enlèvement parental, à passer parfois par la justice pour fluidifier l'ensemble. Le Maroc, plutôt une bonne coopération. Après, effectivement, ça dépend toujours un peu de la politique générale entre les pays, mais quand on envoie des messages de police et qu'il y a un enfant en danger, on a généralement une bonne réponse, un bon retour. Et ces canaux-là, de toute façon préexistants. Et le principe d'Interpol, c'est de continuer à travailler, même en cas de guerre, de continuer à avoir des échanges, même en cas de conflit, maintenant, à tout moment, voilà, essayer de se sortir de la politique et de travailler dans le but de porter de l'aide à des victimes d'une infraction ou à des victimes d'une disparition. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, ce sera ma réponse, comme disaient certains hommes politiques. Thank you very much. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? Alors, s'il n'y a pas de questions, j'en ai moi une ou deux pour les panélistes. Je voulais demander si vous pouviez donner des exemples sur ces points focaux et comment ces points de contact ont fonctionné lorsqu'ils ont été utilisés. Pour l'instant, j'ai pas de retour d'expérience selon lequel ce réseau de points de contact aurait été activé. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on a lancé. Même s'il avait été activé, il n'y a pas de possibilité que je le sache. Ou alors peut-être que ça pourrait nous être revenu, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir lancé des idées, d'avoir donné des outils aux États membres qui ont une frontière commune. C'est vraiment la plus-value de cette coopération immédiate voilà, que j'ai évoquée. Mais voilà, mais potentiellement, si entre le Pays-Bas et le Danemark, ça s'est mis en œuvre, je ne sais pas, on l'ignore. I think my next question would be how could we continue to strengthen that network? J'ai une autre question sur comment est-ce qu'on pourrait continuer à renforcer ce réseau. Peut-être comment est-ce que le PNP fonctionne par rapport à ces points focaux. Je ne sais pas qui voudrait nous donner plus de détails. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que chaque pays désigne un point focal, un point de contact? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour cela, pour que ce soit fait? Je parle donc du réseau de points de contact dont on a parlé tout à l'heure, qui est né assez récemment. Est-ce que les points de contact, c'est seulement pour les enlèvements criminels, les kidnappings criminels? Oui, c'est le cas. Apparemment, c'est seulement quand c'est criminel. Je ne comprends pas vraiment la question, parce qu'on a déjà parlé des alertes, enlèvements. Maintenant, pour le PNP, je pense que Magali est la personne la plus informée. Améliorer nos contacts entre nous pour que ça aille plus vite grâce à ces points de contact. Alors,
En police, le premier point de contact, ce sont les organisations internationales prévues. En Europe, c'est le réseau Sirène, qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour continuer sur les problématiques d'harmonisation, et qui va transmettre l'information dans une langue qui peut être comprise par tout le monde. Nous sommes point de contact pour nos collègues du PNNP des autres pays, pour des questions un peu plus générales, pas sur de l'opérationnel de crise, sur des questions générales sur comment fonctionne votre pays, parce que nous, on a une problématique et qui nous amène dans votre pays et on n'arrive pas à trouver le canal pour résoudre ce problème-là. Et effectivement, ce réseau de points de contact qu'a pu créer notre réseau PNNP nous permet d'avoir accès à ces coordonnées-là. Pour savoir si c'est la police qui gère une alerte, si c'est la police qui va pouvoir ouvrir une procédure quand on cherche quelqu'un, ou s'il va falloir faire une demande de justice. La France, on passe beaucoup par la justice. Donc, des pays anglo-saxons, par exemple, ont beaucoup de mal avec notre législation de pays latins, qui travaillent beaucoup avec des procureurs et des juges d'instruction, alors qu'il n'y a pas du tout ce fonctionnement dans les pays du Nord. Vous faites partie, les Pays-Bas, il y a la Grande-Bretagne et tous les pays scandinaves. Donc, ce point de contact central, là, il est très important là-dessus pas en cas de crise, parce que moi je suis pas là 24 heures sur 24 et je parle pas polonais ni suédois. Mais évidemment, on a des contacts entre nous en anglais, mais ça permet vraiment à n'importe quel enquêteur de n'importe quel pays d'envoyer un message à n'importe quelle heure en passant par nos réseaux de coopération de police, notamment par le réseau Sirène dans l'espace Schengen. Ça, c'est le plus efficace. C'est le plus rapide et c'est ce qui va permettre d'expliquer. Alors, quand nous, on fait une alerte enlèvement en France, mon service, mon groupe, qui fait de la coopération internationale, envoie un message aux autres pays en disant « On a déclenché une alerte enlèvement dans notre pays pour telle et telle personne, telle et telle situation. Pour l'instant, on vous en informe. On n'a pas encore l'information que les personnes ont pu passer une frontière. Mais si c'est le cas, voilà. En gros, c'est un peu « tenez-vous prêts ». Après, effectivement, il y a cette expérience qui est intéressante parce qu'il va falloir trouver la bonne personne. S'il faut déclencher vraiment une alerte enlèvement dans l'autre pays, voilà, nous, on est très heureux que ça se fasse parce que vraiment, c'est toujours la difficulté. Et puis, après, ça passe à un autre niveau. Mais voilà, ce premier point... c'est vraiment ce point de contact, c'est vraiment ça. Ce sont les échanges entre nous, policiers, pour nous expliquer chacun comment ça marche de l'autre côté de la frontière, avoir la bonne démarche pour résoudre les enquêtes qui pourraient stagner un peu, et juste parce qu'on ne sait pas comment ça marche de l'autre côté. Voilà. L'intérêt de ces points de contact, c'est essentiellement ça. Plus que sur les moments de crise, parce qu'on a d'autres canaux, nous, de coopération qui seront beaucoup plus efficaces et présents 24 heures sur 24. Thanks, and I think that kind of completes the picture a little bit more in terms of... Merci beaucoup pour éclairer un petit peu ce qui se passe et pour nous donner davantage d'éclairage sur ces réseaux complexes. Mais c'est des discussions que l'on a vraiment régulièrement au sein de notre réseau. Comment ça se passe dans votre pays ? Qui sont les interlocuteurs principaux et comment ça se passe. Maintenant, je regarde à nouveau le public et je suis disposée à prendre des questions s'il y en a. Il y a une question au premier rang. Je suis présidente de l'association La Mouette, qui est une association de défense et de protection de l'enfant. Et nous sommes, avec Focus, à l'origine de la mise en place de la journée du 25 mai. Je voudrais savoir, justement, dans tous les pays membres de MCE, combien de nous, le 25 mai, sont sur le terrain, appellent leur gouvernement, de façon à ce qu'un jour, on ait sur toutes les télévisions
25 mai, journée internationale des enfants disparus. Ça me paraît important d'y penser. So I'll give that to to the audience. Yeah. Oh well, how many countries do this? Alors, combien est-ce que de pays? Je crois que tous les pays membres commémorent ce jour, je pense avec des types de campagnes qui sont différents. Mais vraiment, je lance un appel pour qu'on ait une campagne commune à l'occasion de ce jour. C'est vraiment quelque chose qui serait formidable. Ma prochaine question que je voudrais poser à chacun des panélistes, c'est quelles sont vos perspectives pour le futur. Mais d'abord, on va essayer de répondre à cette question sur cette campagne internationale à l'occasion du 25 mai. Donc maintenant, et là je demande à l'ensemble des panélistes, au vu de la complexité du fait de travailler ensemble et de la complexité des différents cas qui se présentent à nous, il y a des kidnappings qui sont criminels, qui ont besoin de réponses rapides, imminentes. Mais Sophia a expliqué, il y a différents types de dossiers, notamment où il faut prendre plus de temps et réfléchir à ce qu'on veut faire avec la circulation des images des enfants. On a également des thématiques qui sont liées au fonctionnement différent au sein des pays, d'un point de vue des institutions judiciaires. Maintenant, si on parle du futur, et on sait qu'il y aura des élections, quel est vraiment votre souhait pour les prochaines étapes par rapport à ce qui a été fait et ce qui reste à faire? Donc, il y a eu beaucoup de choses de faites sous la présidence française, sous la présidence espagnole. Qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines présidences pour renforcer cette coopération? Et on va commencer par les panélistes à mon côté gauche. So, Nuria. Okay. We see here that missing person is. On voit que les personnes disparues, c'est vraiment un phénomène complexe. Encore une fois, première des choses, harmoniser les pratiques. Nos procédures sont différentes, nos bases de données sont différentes. Il faut donc travailler ensemble. Ensuite, il faut construire ensemble. Mais le premier point, c'est l'harmonisation. Je pense qu'on est en train d'avancer sur la bonne voie avec le PNP et nos différents groupes de travaux. Pour nous, les campagnes de sensibilisation sont très importantes. Il faudrait peut-être également penser à harmoniser les systèmes d'alerte. Mais le phénomène est complexe, donc il faut vraiment savoir précisément quel est le rôle de chacun. On a les polices, c'est pour enquêter. Ensuite, à quel moment faut-il ou non partager une information et auprès de qui? Ça, voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Sophia, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la dissémination des connaissances. Les données, c'est important. Avoir une définition commune également. Qu'est-ce qu'une personne disparue? On a vu qu'il y a différents profils d'enfants disparus. Donc, encore une fois, avoir une décision commune nous permettra d'avoir des points de données et d'axer nos recherches de façon plus efficace. Quels sont les systèmes et les protocoles qui sont mis en place et quels sont les impacts de ceux-ci? Donc, c'est sur cela que je voudrais que l'on avance à l'avenir. Encore une fois, unir nos forces
pour être plus efficace. Et puis, comme vous l'avez dit, eh bien, harmoniser nos bonnes pratiques, nos directives. Peut-être qu'il y a des bonnes pratiques, mais qui ne sont pas partagées suffisamment avec les autres parties prenantes. Et puis, peut-être une base de données commune. Peut-être que c'est quelque chose sur le long terme avec la protection des données et le RGPD à respecter, mais c'est un rêve. Et puis, il faut pouvoir rêver. Mr. Hue? J'ai rien à ajouter. Effectivement, déjà, vraiment, je voudrais insister sur quel prisme on prend. Moi, vraiment, je répète, vous avez compris, c'était un prisme très, très étroit, très spécifique. Après, la thématique, elle est très globale et ça renvoie à ce que vous avez dit, à plein de thématiques. Quelle est la définition d'une personne disparue? Comment on protège également? Alors, il faut être pragmatique en matière judiciaire et policière pour tout mettre en œuvre pour retrouver cette personne, mais tout en respectant son droit. J'étais très sensible à ce que vous avez dit sur la protection des données personnelles, sur l'image de cet enfant, notamment un enfant, avec des règles très spécifiques, très protectrices dans le RGPD, notamment. Donc voilà, tout ça rend la thématique complexe, mais tout est complexe. Et voilà. Mais à partir du moment où la cause est forcément légitime et importante, moi je suis plutôt optimiste et quand on voit quand même le chemin qu'on parcourt, je fais un parallèle, je fais beaucoup de négociations de textes. Là, on travaille sur une révision de la directive 2012-29 UE sur les droits des victimes dans les procédures pénales. Voilà, de même, il y a les hotlines, la prise en compte des besoins particuliers des enfants par rapport à d'autres victimes. Voilà, tout ça, ça fait une synergie. Alors, c'est pas tout à fait sur le même plan. Et là, j'ai fait un petit pas de côté. Je parle plus des personnes disparues. Mais voilà, globalement, pour avoir une petite vision quand même un peu panoramique de ce qui se fait en matière judiciaire, sous un prisme là encore assez étroit, un peu plus large que ce que je disais, mais uniquement judiciaire. Le sens de l'histoire, c'est d'améliorer bien évidemment les processus, les process d'entraide, de prise en compte des besoins des victimes, avec des moyens qui sont toujours perfectibles. Et j'ai également été sensible à ce que vous avez dit sur le fait que les moyens budgétaires n'augmentent pas alors que le nombre des personnes disparues, lui, est en augmentation. Voilà. Mais voilà, en tout cas, on est plutôt sur un chemin d'optimisation. Et c'est quand même le sens de la construction européenne, quelle soit, c'est justement d'optimiser une réponse au niveau européen pour des thématiques qui sont transfrontalières par essence. Voilà ce que je peux ajouter. Merci. Dernièrement, Magali? Alors moi, mes attentes pour le futur, elles sont plutôt positives, parce que je vois le travail qui a été fait. Moi, là, j'étais à La Réunion en 2016. On a fait remarquer des choses sur notre SIS, Système d'information Schengen, donc cette base commune à toute l'Union européenne. On a dit, voilà, il manque des signalements préventifs. On ne peut pas inscrire un enfant qui est susceptible d'être enlevé par son parent, qui est susceptible d'être amené par son parent dans un pays étranger pour subir une mutilation sexuelle. Depuis 2018, on peut le faire. Les progrès, moi, je les vois régulièrement. Ils prennent un peu de temps, mais je les vois. Donc, je suis plutôt très optimiste pour le futur. Là, dans notre réseau, on est en train de créer des petits groupes de travail sur des thématiques de type comment améliorer la coopération européenne sur les enlèvements d'enfants. On va en avoir un autre groupe sur l'étude de cette faisabilité de cette plateforme de diffusion publique des plateformes européennes des diffusions publiques des disparitions. Donc ça, voir si on en rajoute ou si on travaille avec Interpol, on est dessus, on va voir comment on fait ça. On a un autre groupe de travail qui va travailler sur les échanges ADN et on voit qu'au niveau des instances européennes où se trouve Monsieur Huet et voit bien aussi tout le travail qui est fait pour faire avancer ça. Le travail, il avance, il va toujours trop lentement. Et donc, moi, vraiment, la dernière chose que je veux dire, c'est que mon espoir, c'est de pas atteindre les chiffres de 2018. Voilà. Thank you. And I think that's a beautiful way to... Merci beaucoup pour ces mots. Je pense que c'est
très bonne conclusion. Ah, il y aurait peut-être une dernière question dans le public, mais nous arrivons au terme de ce débat. Bonjour, pardon, je vais être rapide. Camille Druyer, je travaille à l'autorité centrale française pour les déplacements illicites d'enfants parlant des parents. Donc, juste rapidement pour répondre sur le Maroc, on a une coopération en place avec l'autorité centrale marocaine. Donc, je ne gère pas ce pays, mais il me semble que la Convention de l'AID 80 est en place. Donc, des procédures de retour peuvent être mises en place. La coopération est plutôt bonne avec ce pays. Sur les MNA, il y a également une circulaire en place qui permet d'avoir une transmission d'informations, éventuellement des évaluations et un rapatriement du mineur dans son état d'origine. Bon, je fais vite, hein. Mais moi, ma question se portait, parce qu'on a déjà eu des cas où on savait que le mineur avait déjà été déplacé dans un pays européen, mais ensuite il va y avoir un déplacement vers un état tiers. Par exemple, le déplacement vers la Belgique, et ensuite on sait que la mère, je dis la mère, c'est souvent la mère qui part avec les enfants, va aller aux États-Unis, en Argentine, peu importe. Notre difficulté a été que c'était un peu trop tard pour faire une OST, parce qu'on sait déjà qu'il est parti. Alors dans ces cas-là, on est souvent en lien avec l'autorité, je sais pas, belge ou d'Irlande, pour savoir ce qui peut être mis en place là-bas. Mais je vois tout l'intérêt d'avoir un système européen, parce que pour nous, ce serait plus simple d'avoir un interlocuteur français, où on leur dit, bon ben voilà, mettez quelque chose sur le système, et comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas une sortie du territoire européen. Après, je ne sais pas si vous aurez quelque chose d'autre à nous conseiller en ce cas, ou un site internet vers lequel on pourrait diriger les requérants, parce que selon les autorités étrangères, la coopération est rapide ou non, même au sein de l'Union, ça dépend. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez... Permettre un petit élément de contexte, de rappel. C'est parce que j'étais procureur au parquet de Paris en charge des déplacements illicites d'enfants il y a une quinzaine d'années. Et ça fonctionne très bien au niveau de l'Union, je parle sous votre contrôle, avec notamment ce règlement Bruxelles 2 bis qui a été revu. Ça devient plus compliqué lorsque on est en lien avec des États tiers, puisque là on revient sur des accords bilatéraux ou sur les conventions de La Haye qui ont été justement introduits dans le droit de l'Union dans ces règlements. Et voilà. Et là, effectivement, c'est c'est un peu la roulette, si vous me permettez cette réflexion. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de la qualité des relations d'entraide avec ce pays, avec certains pays, même des pays tiers, c'est simple. Enfin, c'est simple. On peut coopérer. Avec d'autres, c'est plus compliqué, et ce qui engendre effectivement des processus de rapatriement de l'enfant longs, voire parfois très longs, voire parfois c'est pas possible. Voilà. Mais au niveau de l'Union européenne, et du coup ça renvoie à cette conclusion quand même positive, parce que vous avez compris, je suis plutôt très europhile. Au niveau de l'espace de l'Union européenne, avec ce système intégré entre autorités judiciaires sous le prisme de ce cadre institutionnel qui est le règlement de Bruxelles 2 bis, ça fonctionne plutôt quand même très bien, et on peut que s'en satisfaire. Merci. J'espère que ça satisfait, mais vous vouliez dire encore quelque chose? Oui, petite chose. Au niveau d'Internet, on a des liens sur service public qui expliquent la première chose à faire, c'est d'aller voir la police pour qu'on puisse l'inscrire dans le fichier et qu'il soit vu effectivement dans tous les pays européens. J'aurais pas le site parfait là. Il y a un site de la justice aussi sur les déplacements vers l'étranger. On peut en reparler. On regardera exactement ce qui peut être utile aux parents pour qu'ils aient les bons réflexes dès le début. Thank you for your answers, and I think I'm sure there's Merci beaucoup pour ces mots. Je suis sûre que nous aurons l'occasion d'en parler encore davantage à l'heure du déjeuner. Donc, on parlait donc des mots de conclusion sur nos espoirs pour le futur. Et je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui doivent être menées. Donc ça, c'était les mots de conclusion avant qu'on ait une dernière question qui nous emmène dans d'autres contrées. Mais moi, je voulais simplement, sur une note plus personnelle, répéter un point qui a déjà été abordé par rapport à cette hotline 116 000. N'hésitez pas à faire appel à cette hotline.
Ensuite, effectivement, il y a du travail à faire pour harmoniser nos pratiques et être intégrés peut-être différemment. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire appel à cette hotline. Et sur ces mots, eh bien, je nous amène à la pause déjeuner. Merci à tous.